Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'arnaqueurs, ou plutôt de brouteurs. De toute façon, c'est la même chose. Je cherchais un appartement et je suis tombé sur une annonce très belle, et même trop belle. Au début, elle ne m'a pas paru suspecte. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un réseau de brouteurs qui se trouvait derrière cette annonce. J'ai fini par me dire, si je n'avais pas poussé loin les recherches, je me serais fait avoir, puisqu'on me demandait d'avancer de l'argent pour pouvoir réserver cet appartement. Et là, je me suis dit qu'il est possible de faire quelque chose, bien de dire quelque chose concernant encore les brouteurs. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de campagnes de sensibilisation qui ont été faites, mais aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Je vais vous expliquer pourquoi les brouteurs continuent à gruger certaines personnes. Ça sera juste après le générique. Je ne vais pas vous demander si vous avez déjà reçu un mail venant du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire et parlant d'un important héritage qui serait bloqué chez un notaire ou dans une banque et pour lequel on vous sollicite pour le débloquer moyennant des frais de notaire que vous devez verser. Je suppose que oui. Vous le savez certainement, et je l'ai même dit au début, en Côte d'Ivoire on les appelle des brouteurs. Ils agissent dans l'un des 1520 cybercafés que l'on recense en Côte d'Ivoire. Et comme ils le disent, ils visent prioritairement les Occidentaux afin que ceux-ci paient ce qu'ils appellent la dette coloniale. Mais savez-vous que contrairement à ce qu'on croit, cette arnaque n'est pas née au Nigeria. En fait, cette arnaque remonte au XVIe siècle et était connue sous le nom de la prisonnière espagnole ou de la lettre de Jérusalem. Elle a traversé les pays et est même arrivée en France et un policier assez célèbre du nom de Vidocq, qui a même fait un film, a eu à écrire un livre sur la manière de procéder de ces arnaqueurs. Elle est toujours structurée de la même façon. Un homme sollicite l'aide d'autres personnes afin de pouvoir entrer en possession d'une importante somme d'argent, un héritage ou un gain. Et on demande à la victime de faire l'avance de certains frais, frais de dossier, frais administratifs, frais d'intermédiaire, frais d'avocat, frais d'huissier, etc. Ces lettres de Jérusalem ont inspiré différents escrocs au fil des ans. Et à partir du XXe siècle, elles ont connu une nouvelle vie avec Internet, avec ce qu'on appelait la fraude 419. 419 étant le numéro d'un texte de loi nigérien qui sanctionne cette arnaque. Cette arnaque s'est développée aux États-Unis, puis est arrivée au Nigeria et a traversé les frontières pour se retrouver au Bénin, au Cameroun et enfin en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, la forme d'arnaque qui prévalait en Côte d'Ivoire était celle relative au chèque bancaire. Une personne subtilisait un chèque, imitait la signature et avec la complicité d'un agent de banque, partait faire un retrait sur un compte bancaire. Ce chèque et cette arnaque étaient appelés brou ou brou, mot malinké ou djoula qui signifie pain. En fait, c'était pour dire que c'était, comme on le dit en Côte d'Ivoire, un mangement, pour dire quelque chose qui nous faisait gagner notre pain. Avec l'avènement d'Internet et la prolifération des cybercafés, cette nouvelle technique d'arnaque a fini par s'appeler brou, puis broutage et les auteurs de brouteurs. Le Nigeria a fini par mettre en place des lois dissuasives afin de lutter contre ces arnaques. Tout à l'heure, je parlais de la loi 419. Se sentant traqués, ces escrocs nigériens ont exporté leur technique d'abord au Bénin, puis au Cameroun afin de débarquer en Côte d'Ivoire à la fin des années 90. Internet connaissait ses débuts en Côte d'Ivoire avec l'avènement des cybercafés. Plusieurs fournisseurs d'accès à Internet se disputaient le marché. Globe Access, Afnet, Arobas Telecom, Afrique Online, Aviso. Ces Nigériens passaient des journées entières collés sur leurs ordinateurs, louant des endroits spécifiques dans des cybercafés. Ils ont fini par initier certains Ivoiriens qui ont voulu comprendre leur système et qui enviaient déjà la manière ostentatoire de vivre de ces Nigériens-là. Les crises de 99 et de 2002 n'ont pas arrangé les choses. C'est à ce moment-là que ce phénomène de broutage a pris de l'ampleur. Le phénomène du coupé décalé et du travaillement, c'est-à-dire la distribution de l'argent, n'a pas arrangé les choses. Ça fait entrevoir à ces jeunes-là la perspective de devenir riches assez facilement et de pouvoir faire comme toutes ces personnes-là qui distribuaient à gauche et à droite de l'argent. Après le petit rappel historique que je viens de faire, la question qu'on peut se poser est celle-ci. Si l'arnaque nigériane est si vieille et elle est si connue, pourquoi les gens se font encore avoir alors que les escrocs continuent à dire qu'ils viennent de Côte d'Ivoire ou du Nigeria
Et ils font énormément de fautes dans les mails qu'ils envoient. Je me suis posé la question. Et avant moi, une autre personne s'est posé la même question. Un homme du nom de Cormac Hurley de la Microsoft Research a creusé la question et voici ce qu'il a conclu. Je vous donne un exemple. Grâce à des chaînes de mails ou à des logiciels de scrapping, c'est-à-dire des logiciels qui permettent de tirer des mails sur des sites internet, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner de nom de logiciel, ils arrivent à récupérer des mails. Donc, pour continuer avec mon exemple, le brouteur derrière son ordinateur envoie 10 000 mails, dont la plupart, on va dire 9 900, ne seront pas lus, puisque ces mails-là vont atterrir dans les spams où ils seront mis directement à la poubelle par ceux qui les reçoivent. Donc, il restera 100 personnes. 100 personnes qui vont ouvrir ces mails et qui deviennent de potentielles victimes. Après des échanges de mails avec les brouteurs, il y a certaines personnes qui vont flairer l'arnaque. Et il y a d'autres qui seront un peu suspicieuses. Donc, on va dire, ces personnes ne vont pas vouloir courir le risque. Donc, elles vont interrompre la communication avec le brouteur. On va dire qu'il y aura 99 personnes. Après tous ces efforts, le brouteur se retrouve au final avec une seule personne qui tombe dans le panneau. Et parfois, il n'y a même personne. Les autres, les 99 qui ont tenté l'expérience et ont fini par l'abandonner, sont appelés en statistique des faux positifs. Ces personnes-là font perdre un temps fou pour un résultat qui est nul. La seule et unique personne qui continue le processus jusqu'à la fin est une personne crédule, c'est-à-dire une personne qui est naïve et qui fait excessivement confiance et qui n'a pas encore reçu l'information selon laquelle c'est le modus operandi ou le mode opératoire de brouteur, c'est-à-dire d'arnaqueur. Ce que je vais vous dire à présent, les quelques brouteurs avec qui j'ai discuté ne savent pas pourquoi ça marche, mais ils le font de manière intuitive. Les brouteurs savent que de plus en plus de personnes sont informées par rapport à leur technique. Donc, pour gagner du temps et pour éviter de tomber sur les faux positifs, les 99 personnes dont on parlait tout de suite, ils se sont intuitivement posé la question de savoir comment tomber sur uniquement des personnes crédules et qui ne nous feront pas perdre du temps. Le filtre, donc, doit se faire en amont, c'est-à-dire au début du processus d'envoi des mails. Comment va-t-il se faire? En envoyant un email avec des références au Nigeria ou à la Côte d'Ivoire, pays réputés être les repères de ces cybercriminels, avec des montants qui sont exagérément élevés. Toutes les personnes qui sont dotées d'un bon sens et qui ont déjà entendu parler de ces arnaques les mettront directement à la poubelle. L'escroc cherche là où les personnes crédules qui n'ont jamais entendu parler de ces arnaques. Le but des emails truffés de fautes que vous recevez n'est pas d'attirer plusieurs personnes, mais plutôt de filtrer toutes celles qui ne sont pas crédules et de ne retenir que les personnes les plus dupes. Est-ce que vous comprenez en fait? Et généralement, ces personnes dupes arrivent au terme du processus et finissent par tomber dans le panneau et envoient l'argent demandé. Un réseau de criminels du net démantelé. Flore Blondaise, de nationalité française, vient d'être victime d'une arnaque sur Internet. Âgée de 50 ans, elle voit ses rêves et ses économies s'envoler. Donc je l'ai connu en septembre 2011, que je le trouvais sympathique, intelligent. Il était acheteur de cacao et donc il m'a dit que son rêve c'était d'acheter une plantation de cacao et qu'il voulait s'associer avec moi. Donc il m'a fourni la photocopie de son permis. Il était canadien. Donc j'ai envoyé cette photocopie à l'ambassade du Canada ici en Côte d'Ivoire, espérant avoir des nouvelles, chose que je n'ai pas eue. Donc ensuite, on a concrétisé ce projet. Il m'a envoyé tous les documents que je lui avais demandé. Donc j'ai eu confiance. J'ai envoyé exactement 65 000 €. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, le préjudice estimé en termes d'arnaque en Côte d'Ivoire tourne autour de 3 ou 4 milliards de francs CFA. Vous qui pensiez que ces mails truffés de fautes montraient la bêtise de ces brouteurs, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense. Et enfin, parmi les arnaqueurs, il y a ceux qui ne savent pas comment le système fonctionne. Ils ont recours à des pratiques mystiques pour envoûter, comme ils le disent, leurs blancs. Et ça, c'est ce qu'ils appellent dans le milieu le zamou. Mais je vous en parlerai une autre fois. Allez, ciao!